présenter ECO, donc Energy Oriented Center of Excellence, qui est un des 8 centres d'excellence qui ont été mis en place récemment dans le cadre du programme H2020. Donc pour commencer, j'avais un petit point de contexte, un diagramme que vous avez déjà vu 2 fois sous différentes formes. Donc c'est un peu redondant, en même temps ça montre qu'il y a un peu une adhésion globale de tous les piliers à cette vision européenne. Donc la vision, comme ça a déjà été détaillé, c'est donc du HPC en Europe, c'est une infrastructure de recherche, donc PRES que Catherine vous a présenté, une grande initiative pour développer tout ce qui est technologie que Jean-François a présenté juste avant. Et le troisième pilier, c'est le pilier application, donc les centres d'excellence dont je vais parler. Donc ça se décline avec l'ETP pour le pilier technologique, PRES, les centres d'excellence. Juste pour un diagramme, au milieu, il y a tout ce qui est training, éducation, formation, donc un peu à cheval sur les 3 piliers, qui est vraiment un point extrêmement important, c'est-à-dire d'essayer d'élever le niveau de connaissance de l'ensemble de la communauté au HPC. Un autre point qui n'était pas sur les autres graphes, donc il ne faut pas surinterpréter ce diagramme de la commission. Et là, il y a un grand cercle autour. Moi, j'interprète ça comme la volonté, je dirais, de la commission de développer un peu une communauté autour du calcul. Donc on a vu que ça dépassait largement le cadre de la communauté académique, mais en tout cas pour la communauté académique, je pense que c'est très important de créer une communauté donc de scientifiques utilisateurs qui développent des applications de pointe pour leurs thématiques de recherche, qui utilisent une grande infrastructure et qui la soutiennent. Ça a souvent été quelque chose de problématique d'avoir vraiment des scientifiques regroupés autour de leurs outils qui sont les centres de calcul, et avec, je dirais, des entreprises capables de fournir des technologies de pointe pour alimenter cette infrastructure. Un autre point qu'on peut remarquer, c'est que cette politique européenne est vraiment bien alignée et bien en phase avec la politique au niveau national, puisque pour chacun des piliers, il y a vraiment des acteurs clairement identifiés, avec évidemment GENSI et les centres nationaux pour la partie infrastructure, le plan supercalculateur et TerraTech pour le pilier technologique, et la maison de la simulation et d'autres initiatives similaires qui se développent pour tout ce qui est développement applicatif. Donc les 8 centres d'excellence qui ont été sélectionnés, donc ces centres sont destinés vraiment à hisser le niveau, à aider les communautés à exploiter l'infrastructure. Donc il y a eu 8 centres sélectionnés, donc Jean-François en a rapidement parlé. Donc il y a ECO qui est un centre centré sur les énergies dont je vais parler, BioExcel qui est donc tout ce qui est biologie moléculaire. Ensuite, il y a eu 3 centres sur les matériaux, donc Nomad, Max et ICAM. Un centre sur le climat, EasyWays. Un centre assez transverse, POP, qui s'intéresse à tout ce qui est optimisation des codes. Et un centre sur tout ce qui est une approche système global. Donc j'ai mis en gras les 4 centres dans lesquels la France est impliquée. Donc la France est très impliquée dans ECO, évidemment, je détaillerai ça. On est également au niveau français très impliqué dans EasyWays, qui est le centre sur le climat. Donc je pense qu'il y a le CERFAX qui est très présent et évidemment l'IPSL aussi. On est impliqué dans ICAM, donc un centre qui est basé sur le CECAM, donc c'est le Centre européen de calcul atomique et moléculaire, qui regroupe différents nœuds CECAM. Et donc le nœud CECAM Île-de-France, qui a la maison de la simulation, est partenaire d'ICAM, et le nœud lyonnais également est un partenaire important d'ICAM. Et enfin POP, où la France est également impliquée de manière importante, donc notamment à travers TerraTech, le CNRS et INRIA qui participent à POP. Donc j'aurai une bonne représentation française dans ce pilier. Donc voilà un peu une vue globale d'ECO, donc un centre d'excellence basé sur l'énergie. Donc ECO, c'est la partie centrale de ce diagramme. Donc j'ai taillé une base transverse, donc qui comprend tout ce qui est méthode numérique avancée, mathématiques, outils pour le HPC, donc quelque chose d'assez technique, vraiment tout ce qui est développement de base et recherche dans le domaine du HPC. Et ancré là-dedans, 4 piliers applicatifs, donc avec des communautés, toutes je dirais, tournées vers l'énergie. Donc on a un pilier météo pour l'énergie, matériaux pour l'énergie, eau pour l'énergie et fusion pour l'énergie. Et donc ce centre d'excellence est vraiment destiné, j'insisterai là-dessus, à être assez ouvert et s'intègre dans un écosystème global avec donc les autres communautés de recherche, essentiellement dans le monde académique, mais un peu dans l'industrie aussi. Des liens très forts avec Press et avec l'ETP.
donc pour exploiter l'infrastructure, pour participer aux actions de co-design, pour tout ce qui est formation. Et puis également des liens forts avec les autres COE, donc les autres centres d'excellence. Donc en ce qui nous concerne, on a des liens donc, très forts avec ICAM, via notre pilier matériaux, et puis parce qu'il y a aussi un EICAM à la maison de la simulation. Des liens forts, j'y reviendrai, avec POP. Donc on a déjà fait un workshop commun d'optimisation de code avec POP, et on va en faire un deuxième avant l'été. Et des liens aussi avec le centre qui s'occupe du climat, EasyWest, notamment sur tout ce qui est, donc par via le pilier météo, et surtout la base transverse avec tout ce qui est entrée-sortie. On essaie un peu de mutualiser des outils qui ont été développés dans la communauté climat pour élargir le cercle des utilisateurs. Donc du point de vue système, donc ça c'est plus peut-être un slide pour l'Europe, mais l'idée c'est quand même de voir que donc on a une base transverse et 4 piliers. Dans chacun de ces piliers, je pense qu'il y a des communautés qui forment une masse critique et représentative de ce qui se fait dans le domaine, mais c'est évidemment réduit par rapport à l'ensemble de la communauté. Donc ECO et je pense ensemble des CE sont destinés vraiment à être ouverts plus largement sur les communautés, plus largement que sur les gens qui participent directement au projet. Donc je dirais chacun des piliers doit être vraiment relié, essayer de faire diffuser les outils, les bonnes pratiques, et également d'avoir du feedback de l'ensemble des communautés scientifiques. C'est également vrai pour la base transverse, donc il y a des gens évidemment très compétents, mais il faudrait essayer de drainer, je dirais, des compétences et des méthodes, éventuellement des outils plus largement que les gens uniquement membres d'ECO. Donc l'idée c'est vraiment de construire autour de ces projets je dirais, tout un réseau qui permet de travailler plus efficacement. Sur le consortium, donc un peu l'objectif global, c'est de contribuer à la transition énergétique, à développer les énergies décarbonées. Donc il y a 8 pays et 22 partenaires. Donc c'est vraiment axé autour d'un noyau franco-allemand très fort, avec donc d'un côté en France, donc la maison de la simulation qui pilote avec donc toutes ses tutelles, le CEA, le CNRS, INRIA et les 2 universités du plateau. CEA, CNRS, INRIA sont impliqués très au-delà de la maison de la simulation. Donc au CEA, il y a l'IRFM, donc à Cadarache, qui est impliqué sur tout ce qui est fusion et modélisation des plasmas, et l'INAC à Grenoble, qui est impliqué dans le pilier matériaux. Le CNRS est également impliqué dans les matériaux. Il y a l'IDRIS qui est très impliqué. Il y a l'IRIT à Toulouse qui est également impliqué. Le CNRM qui est un labo commun entre le CNRS et Météo France qui est également très impliqué. Et l'INRIA est impliqué à travers 6 équipes projets aussi. Donc je dirais qu'une implication forte de ces organismes dans le projet. Et l'autre partenaire français, c'est le CERFAX, qui est également très impliqué, notamment sur les aspects eau et météo, également dans l'aspect algèbre linéaire, et également en lien avec un laboratoire de EDF R&D. Et l'autre gros pôle, c'est le pôle allemand, avec Jülich, donc le centre de recherche de Jülich, et le centre de calcul qui est à Jülich, qui fait également partie de presse. L'université d'Aachen, qui est juste à côté, qui participe au projet. Le Max Planck pour les plasmas, donc à Garching, et une partie des Fraunhofer. Donc ça fait vraiment une sorte de colonne vertébrale du projet. Puis après, d'autres partenaires, donc un partenariat assez fort avec l'Italie, qui doit être le 3e pays en termes d'importance, avec le CNR, qui est un peu l'équivalent du CNRS, l'ENEA, qui est un institut qui s'intéresse essentiellement à l'énergie, et 2 universités. Puis après, donc on peut noter l'Espagne aussi, BSC, qui participe activement et qui est également évidemment membre de presse. Puis après, des équipes en Belgique, à Chypre, en Pologne et aux États-Unis, mais déjà aux États-Unis, au Royaume-Uni, pardon, et de taille plus réduite. Donc voilà un peu une répartition. Donc en France, il y a Paris, Lyon, Grenoble, Cadarache et Toulouse, Barcelone en Espagne, 3 sites en Italie, Trent, Rome et c'est Naples, je pense en bas, 2 sites en Allemagne, donc Jülich et Munich, Poznan en Pologne. Il y a l'Université libre de Bruxelles, qui est rien de spécial, elle est rouge uniquement parce que bleu sur fond bleu, ça se voyait mal. L'Université de Bath en Angleterre, donc voilà un peu l'Institut chypriote en bas à gauche. Donc voilà un peu le consortium réuni pour ce projet. Donc les objectifs d'ECO, donc
un premier objectif, c'est celui qui concerne la base transverse. C'est vraiment de développer ou d'optimiser des logiciels et des outils à la pointe pour l'ensemble des communautés, avec comme objectif sous-jacent de préparer l'arrivée des machines exascale. Donc il y a des développements numériques, vraiment de développer des méthodes numériques et toutes les mathématiques appliquées en lien avec ces communautés. Beaucoup de travaux qui ont été faits sur l'algèbre linéaire, qui est vraiment soit une brique de base qui sert à différentes communautés. Travailler sur les outils systèmes pour le HPC, j'y reviendrai, et puis des réflexions peut-être plus amont sur tout ce qui est modèle de programmation. Et ensuite, les objectifs se déclinent un peu par piliers. Donc l'objectif, c'est d'améliorer à la fois les moyens de production, stockage et de distribution d'électricité, avec des objectifs un peu échelonnés dans le temps. Donc il y a un paquet météo pour l'énergie. Donc là, c'est vraiment l'objectif, c'est de faire des prévisions météo à très court terme pour prédire la production des centrales solaires et des champs d'éolien. Donc ça, c'est extrêmement important. Comme vous savez, c'est des sources d'énergie intermittentes. Il faut pouvoir les coupler efficacement au réseau. Et pour les coupler efficacement au réseau, il faut être capable de prédire ce qu'on va être capable de produire pour éventuellement mettre en place d'autres moyens de production si le vent souffle pas assez fort ou s'il n'y a pas assez de soleil. Ça a également des retombées potentielles économiques fortes sur tout ce qui est trading électrique. Vous savez qu'il y a une sorte de marché de l'électricité avec du trading à court terme, donc il y a pas mal de gens qui jouent à ça, qui sont intéressés. Le deuxième pilier, c'est fusion pour l'énergie. Donc là, c'est déjà une vision à plus long terme. Donc c'est intervenir sur quelques points plus techniques importants pour la modélisation de la fusion, tout ce qui est couplage de modèles cinétiques et de modèles fluides, et également des problèmes de maillage assez complexes pour mailler les configurations d'équilibre du champ magnétique dans les tokamaks. Le troisième pilier, c'est matériaux pour l'énergie. Donc là, il y a deux approches. C'est essentiellement tout ce qui est étude des cellules photovoltaïques, donc pour la production, et tout ce qui est batterie et supercondensateur pour le stockage. Et le dernier pilier, c'est eau pour l'énergie. Donc il y a deux volants. Un volant géothermie, donc pour regarder le potentiel géothermique de certaines régions, notamment en Allemagne, et d'autres points sur la gestion des bassins et des réservoirs pour tout ce qui est hydroélectricité, et regarder l'influence du changement climatique sur ces réservoirs. Enfin, je vais prendre en compte la variation des précipitations. Donc si on classe un peu ces objectifs, donc ils vont impacter à la fois la production, le stockage et la distribution d'électricité, avec des objectifs, je dirais, à court, moyen et long terme. Donc à court terme, il y a tout ce qui est géothermie et tout ce qui est calcul météo à court terme pour l'énergie solaire et les centrales éoliennes. À moyen terme, c'est tout ce qui est recherche sur les matériaux, donc à la fois pour la production et pour le stockage, et également les travaux sur les réservoirs. Et puis la fusion, c'est donc des moyens de production, mais je dirais à beaucoup plus long terme. En rouge, vous avez deux thématiques qui n'ont pas été retenues directement dans le projet, qui étaient tout ce qui était production d'électricité à partir des mouvements de l'océan, ou le stockage d'électricité par la chaleur dans le sous-sol. Donc ça, c'est des choses qui pourraient se développer à terme. Et l'autre point, c'est que le projet a été structuré. Donc si on reprend la structure ici, donc il y a des piliers, il y a trois petits points après les piliers. Donc l'idée, c'est qu'on pourrait accréter au sein d'ECO d'autres communautés, préférentiellement, je dirais, liées à l'énergie, mais ça pourrait être aussi des communautés qui ne sont pas nécessairement liées à l'énergie, c'est-à-dire d'autres piliers qui viendraient s'ancrer dans cette base transverse et qui profiteraient déjà des méthodes et des outils développés pour développer les outils numériques dans leur propre communauté. Donc ça, ce sera éventuellement dans une deuxième phase, sachant, je ne l'ai pas lu, pour l'instant, les centres d'excellence sont financés pour 3 ans. Enfin, tout le monde n'a pas fait des projets exactement de la même durée, ça va, je crois, de 2 ans et demi à 4 ans, mais c'est en gros l'ordre de grandeur. Et l'idée de la commission, c'est d'en pérenniser certains sur le plus long terme. Donc j'ai rapidement détaillé les objectifs de cette première phase de 3 ans. Donc météo pour l'énergie, il y a en gros 4 objectifs. Donc EIK, c'est à Jülich, donc l'idée c'est vraiment de faire des simulations, comme je dis, à court terme pour contrôler la grille électrique et s'intéresser à des problèmes de trading.
Donc c'est de faire des grosses simulations d'ensemble qui permettent de faire des prévisions météo à court terme. Donc court terme, c'est de l'ordre du quart d'heure jusqu'à quelques heures, ou éventuellement la journée, mais ce serait des jalons. Le CNRM, donc ça c'est un labo commun Météo France CNRS à Toulouse, qui s'intéressait à la calibration de gros ensembles statistiques de simulations météo. Les gens de Chypre et d'Aachen qui s'intéressent à l'énergie solaire par concentration et aux aléas, à l'impact des variations climatiques sur ce solaire à concentration. Et des équipes INRIA qui s'intéressent à l'assimilation de données d'images satellites pour faire des prédictions d'ensoleillement. Ensuite, le deuxième pilier qui est matériaux pour l'énergie. Donc là, il y a beaucoup de gens intéressés sur tout ce qui est méthode ab initio. Essayer de faire ces méthodes ab initio sur des gros systèmes. Des gens qui s'intéressent au phénomène d'écrantage. D'autres méthodes ab initio, peut-être plus approximatives pour traiter des systèmes plus gros. Tout ce qui est propriétés électroniques dans les solides. Les embedded méthodes, c'est des méthodes qui permettent de traiter à la fois le solvant et le soluté et qui reposent un peu sur les premières méthodes. Donc dans toute cette partie matériaux, il y a un peu des différences d'échelle. On peut faire des méthodes, je dirais, quantiques, très premiers principes, qui permettent de faire des calculs très précis, mais sur des systèmes petits. Puis on peut essayer d'en déduire des lois ou des potentiels qu'on réinjecte dans des méthodes, je dirais, plus approximatives, mais qui permettent de traiter des systèmes de plus grande taille. Et le dernier point, c'est Virtual Material Device. Donc là, c'est vraiment d'être capable de simuler les objets, je dirais, entièrement, que ce soit des batteries, des capaciteurs ou des cellules photovoltaïques, je dirais, en reposant sur des calculs quantiques ou des calculs à plus petite échelle qui auraient été faits auparavant et qui permettraient de déterminer des lois de comportement. Donc la partie eau pour l'énergie, donc comme j'ai dit, elle a deux aspects. Donc il y a un aspect de géothermie. Donc ça, c'est l'université d'Aachen qui est très intéressée. Ils ont dans la région plusieurs villes qui sont alimentées, où le chauffage est essentiellement basé sur la géothermie. Donc ils veulent un peu étudier les bassins, voir comment ils évoluent, comment les gérer au mieux, essayer éventuellement de trouver de nouveaux gisements. Et ils ont un deuxième paquet sur donc d'autres applications de la géothermie. Encore le Jülich, donc Terre System P, c'est un code qui permet de faire des simulations à très, très grande résolution, 1 km, sur l'Europe continentale. Donc ça, c'est essentiellement piloté par la Jülich. Et l'UNITN, donc c'est une université italienne à Trento, ils s'intéressent plutôt à l'hydroélectricité et ils veulent réétudier des bassins versants, notamment dans les Alpes, voir un peu les réserves, comment on pourrait stocker donc des capacités de production là, et voir l'influence des changements climatiques, du changement des précipitations sur les capacités de production à moyen terme de ces bassins versants. Et enfin, donc le dernier pilier applicatif, c'est fusion pour l'énergie. Donc la fusion, c'est vraiment un domaine où le calcul est très important, où il y a des simulations de très grande taille. Donc là, il y a deux objectifs bien ciblés. Donc c'est d'une part des méthodologies pour construire des grilles alignées avec le champ magnétique. Donc dans les tokamaks, il y a une configuration d'équilibre du champ magnétique et on essaie de regarder après la turbulence, éventuellement un peu la déformation de ce champ magnétique. Donc il faut partir de grilles vraiment bien alignées avec le champ et qui permettent de préserver ces situations d'équilibre, ce qui n'est pas toujours facile. Puis si on modifie un peu la configuration, il faut refaire un maillage adéquat. Et puis un autre aspect qui est de couplage de code cinétique et de code fluide. Donc ce sont les endroits où on est dans le tokamak, on utilise soit une description cinétique, soit une description fluide. Donc si on veut avoir une simulation globale, il faudrait pouvoir coupler ces deux approches. Donc vers des travaux là-dessus. Donc c'est à la fois des travaux techniques, il y a également beaucoup de travaux mathématiques et physiques pour voir comment coupler ces deux approches. Et ça peut avoir des retombées dans beaucoup d'autres domaines. Je pense en astrophysique ou ailleurs, où il y a des régions qui sont mieux traitées par des codes, je dirais, cinétiques, d'autres par des codes fluides. Et on veut avoir la possibilité de coupler ces deux approches. Ensuite, donc je passe maintenant à la description de la base transverse, donc dans laquelle viennent s'ancrer tous ces piliers. Donc il va y avoir pas mal de recherches sur tout ce qui est méthode numérique. Donc ça, c'est essentiellement piloté par INRIA, des nouvelles méthodes numériques pour l'hydro, des méthodes, je dirais, fast multipole méthode. Donc des choses qui sont, je dirais,
tirés par les piliers, mais qui ont en même temps un champ d'application beaucoup plus large. C'est-à-dire ce qui est développé, donc comme j'aurais peut-être dû le dire au départ, ces centres d'excellence sont censés être user-driven. C'est vraiment la communauté des utilisateurs qui doit un peu piloter ces centres et exprimer ses besoins. Donc c'est-à-dire tout ce qui est fait dans cette base transverse, c'est motivé par des besoins des utilisateurs des 4 piliers. Et en même temps, ça s'attaque souvent à des problèmes assez génériques, je dirais, dont les solutions, les outils développés pourront être utilisés beaucoup plus largement. Le deuxième point, c'est des aspects d'algèbre linéaire. Donc là, il n'y aura pas vraiment de... Donc il y a beaucoup de gens en France et ailleurs qui travaillent sur ces aspects d'algèbre linéaire, notamment au CNRS, à l'INRIA. Donc l'idée, c'est d'essayer de voir avec les experts comment exploiter au mieux ces solveurs d'algèbre linéaire dans des grandes applications, pour essayer de trouver les méthodes les plus adaptées à certains domaines applicatifs. Des aspects système. Donc là, notamment un travail important sur tout ce qui est méthodologie d'entrée-sortie. Ça se fait pas mal en lien avec la communauté climat et avec EasyWays, pour essayer un peu d'élargir. Donc au sein de la communauté climat, il y a la bibliothèque XiOS qui a été développée, donc qui répond vraiment à des besoins spécifiques de la communauté climat et qui est en même temps assez souple. Donc l'idée, c'est un peu de généraliser son usage au sein d'autres communautés. Il y a également des aspects développés avec l'IDRIS d'intégration continue, un peu de méthodologie pour le développement de code. Il y a Yulish qui pilote un work package sur tout ce qui est méthode avancée de programmation. Donc c'est un peu tout ce qui est bonne pratique et comment approcher les nouvelles architectures de calcul, toutes les différentes sortes d'accélérateurs qu'on peut avoir, donc un peu en lien avec ce dont on va parler cet après-midi. Et le dernier point, c'est vraiment développer des outils et des services pour les grandes plateformes HPC, donc des outils et des services dédiés à la communauté des utilisateurs. Ce transparent-là, donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, l'idée que le centre doit être ouvert. Donc il est très ouvert sur tout ce qui est les aspects éducation. Donc dans l'école européen, aussi bien dans l'aspect technologie que dans l'aspect infrastructure, que dans l'aspect COE, il est fait mention de manière assez insistante sur la nécessité de former les gens. Pour l'instant, je pense que l'initiative la plus visible dans le domaine, c'est les Price Advanced Training Center, dont Catherine a parlé tout à l'heure, avec un centre qui est en France. Donc l'idée, c'est que les COE doivent collaborer avec ces training centers pour fournir de la formation. On va essayer de mettre en place, donc, par exemple, une première formation commune entre le PATC français, ECO et ICAM. Et je dirais développer un peu ces aspects de formation au sein de la communauté. Également essayer de développer des liens avec l'industrie. Donc pour l'instant, il n'y a rien de très concret encore. Des liens avec la KIC Climat, avec les InnoEnergy, avec Eurogia. Donc c'est plus des discussions pour l'instant. Et puis le dernier point est très important, j'en ai déjà parlé un peu, c'est vraiment le lien avec toutes les communautés scientifiques au sens large. Donc je le répète, dans ECO, il y a un certain nombre de laboratoires. Vu les financements, c'est nécessairement réduit. Donc essayer de faire en sorte que les outils et que les liens se fassent avec des communautés beaucoup plus larges que celles qui sont, je dirais, stricto sensus à bord du projet. Il y a un aspect gestion des connaissances qui est un peu lié avec ces aspects de formation. Donc c'est vraiment faire la promotion du HPC et faire la publicité des outils qui sont développés. Bon, je dirais que ça faisait partie des demandes de l'Europe. Je pense que c'est aussi très important, ce que j'ai un peu dit, d'essayer de fédérer une communauté d'utilisateurs et une communauté de gens qui s'intéressent au calcul et qui ont envie de soutenir ces outils de calcul. Alors, ça c'est là. Donc, le point essentiel, vraiment, j'appelle ça le cœur d'ECO, c'est vraiment le lien entre ces piliers et la base transverse. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire travailler ensemble des spécialistes, des mathématiques appliquées, d'informatique, d'algorithmique, avec les gens des différentes communautés et de faire travailler les gens ensemble. Et il y a deux flèches, et les deux sont très importantes. Il y a des interactions entre les communautés et la base transverse, qui doivent effectivement être très fortes. Les gens doivent travailler ensemble. Et il y a aussi cette flèche bleue. Donc, de mon point de vue, c'est une des forces du projet. C'est-à-dire que chaque communauté, donc toutes ces communautés, météo, matériaux, eau, fusion, sont plus ou moins avancées en calcul, mais ont toutes fait quand même pas mal de choses. Elles ont développé, je dirais, des compétences un peu différentes liées à la spécificité de leur activité scientifique.
Et l'idée, c'est que ces compétences particulières qu'il y a dans chaque communauté puissent, grâce à la base transverse, diffuser entre les communautés. On peut prendre l'exemple de la communauté climat, je dirais, qui a fait des avancées particulières en matière d'entrée-sortie, parce que c'était pour eux un besoin très fort. Et on voit que ce qu'ils ont développé peut être utilisé par d'autres communautés. Et nous, spécifiquement, par exemple, on essaie de l'utiliser pour la communauté fusion. Donc je pense qu'il y a beaucoup à gagner à un peu mélanger des communautés, à essayer de faire en sorte d'échanger les meilleures pratiques et les avancées les plus pointues de chaque communauté. Donc, pour terminer, donc ECHO a commencé il n'y a pas longtemps, ça a commencé officiellement le 1er octobre, donc ça se met en place. Juste pour terminer, 2 résultats scientifiques qui ont été obtenus dans le cadre du projet. Donc il y a eu un travail sur les batteries, donc les batteries lithium-ion tout solides. Donc l'intérêt de la simulation pour ces batteries, pour les matériaux en général pour l'énergie, c'est de pouvoir faire du criblage à haut débit, c'est-à-dire qu'on peut tester, je dirais, facilement un très grand nombre de matériaux par la simulation, puis j'irai peut-être après revenir au laboratoire pour vérifier si les matériaux qui ont des bonnes propriétés numériquement ont des bonnes propriétés effectivement. Et il y a eu un travail donc, sur un électrolyte solide, dont je ne vous lirai pas la formule, mais elle est marquée là pour ceux que ça intéresse. Et donc il montrait que selon la température, ce solide cristallisait sous différentes formes cristallines, une structure tétragonale ou une structure cubique. L'une est très mauvais conducteur, l'autre très bon conducteur. Et donc c'est des structures similaires, mais il y a des mécanismes diffusifs. Les ions diffusent pas, les ions lithium plus diffusent pas de la même manière dans ces deux structures. Et donc ça c'est une voie pour faire des batteries lithium complètement solides qui auraient des bonnes propriétés. Et le dernier point, c'est donc il y a un workshop à Jülich, donc où il y a beaucoup de gens d'ECHO et qui était fait en commun avec les gens de POP, notamment des gens du BSC, donc pour tout ce qui est optimisation de code. Donc je vous ai recopié une slide, donc c'est Guillaume Latu de l'IRFM qui nous a envoyé ça. Donc je disais là c'est son code et donc il voulait nous montrer qu'il avait fait beaucoup de progrès sur son code grâce à ce workshop. Donc tout ce travail autour de ces workshops et le lien avec les utilisateurs, ça a permis de mettre au point un ensemble de métriques et les outils de mesure associés pour évaluer les codes. Ça c'est également fait en lien étroit avec la cellule de veille technologique qui a été mise en place par Gensi et ses partenaires, en lien étroit avec l'IDRIS. Donc essayer d'avoir une fiche d'identité des codes et des outils qui permettent de la remplir. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise maintenant dans ECHO de façon systématique et qui peut aussi se diffuser. C'est vraiment une aide précieuse pour travailler sur les codes. Le workshop a réuni à la fois des développeurs de code, les gens qui développent les outils et des experts. Et le fait de mettre ces gens-là pendant une semaine qui travaillent ensemble, ça a été quelque chose d'extrêmement productif. Et puis on essaye maintenant de faire ça de façon plus systématique, plus uniforme. Et pour ça, on développe avec l'IDRIS, donc une plateforme d'intégration continue, donc qui a été testée sur Gisela et qu'on essaie un peu de systématiser et qui devrait également être un outil qui pourra être utilisé par une large communauté et qui va permettre de travailler de façon, je dirais, systématique sur ces codes pour avancer plus vite. Je vais m'arrêter là, merci. Ouais. Oui, bonjour, Isabelle Terrasse, Airbus Group. Tu parles de capitalisation et de diffusion. Donc, quel est le modèle économique associé? Puisque là, on est parti sur un projet de 3 ans. Donc, l'idée, je pense, c'est d'accéder à une certaine pérennité. Donc, derrière, comment assurer de la maintenance, de la diffusion, hotline, etc. Alors, il y a donc dans le projet européen, effectivement, il y a marqué, on est censé faire un business plan pour la pérennisation du centre d'excellence. Dans l'état actuel des choses, ça ne me semble pas raisonnable de penser que c'est... Donc on travaille nous avec des communautés qui sont vraiment des communautés essentiellement académiques. Donc en tout cas pour nous, penser qu'on pourra s'auto-entretenir et voler tout seul quand on va nous lâcher, ça me semble pas raisonnable. Donc on peut tisser des liens avec quelques industriels, avoir, je dirais, un peu quelques contrats et tisser des liens avec quelques industriels, mais ces centres tels qu'ils sont, ils seront financés par de l'argent de la recherche, que ce soit de l'argent européen, de l'argent national, mais ils ne peuvent pas fonctionner. Enfin, je ne vois pas actuellement comment avoir, pour ce genre d'activité, un business model où le centre est auto-entretenu, quoi. Puis à la limite, ça deviendrait une SS2I, ce qui n'est pas non plus l'objectif.
Donc je pense qu'il faut avoir des centres de recherche publics forts et qui développent après des liens avec des partenaires industriels de façon ponctuelle avec des projets où des industriels sont impliqués sur le long terme. Mais je ne pense pas qu'on puisse arriver à quelque chose de viable sans argent public. Une dernière question, on aura du temps après la présentation suivante. Juste peut-être un petit point sur cet aspect public, parce que ça a été évoqué, le PPP, Public Private Partnership, qui est assez confusant pour les Français. Dans le vocabulaire européen, private, c'est tout ce qui n'est pas l'Europe, donc le CNRS, le CEA, enfin les organismes publics de recherche français, dans ces partenariats publics-privés, sont la partie privée en fait. J'ai une question qui borde en fait les propos que tu viens de tenir. Je vois qu'il y a un effort très important sur le développement des machines, le développement des méthodes, le développement des codes numériques. Mais je me demande où est-ce qu'est envisagé l'aspect qui reste très important. C'est une fois que toutes ces méthodes ont donné naissance justement à des codes qui ont eux-mêmes produit des résultats, la phase qui consiste à valoriser tous ces résultats qui demandent encore des ressources humaines et de calcul très importants, avec des ressources aussi numériques très importantes, peut-être dans des formes un peu différentes de celles qui sont nécessaires à l'élaboration et à l'exploitation des codes, mais qui, toutes sommées, sont quand même très importantes et qui sont très importantes sur la valorisation de tous les résultats scientifiques qui pourraient être obtenus, où là, on voit moins comment les efforts qui peuvent être faits, quoi. Ouais. Donc là, il y a un peu deux aspects dans ta question. Il y a les aspects outils numériques pour l'exploitation des résultats. Ça, nous, on y contribue un peu. Donc tout ce qui est entrée-sortie, par exemple, ça fait partie de ça, parce que c'est comment organiser les sorties des codes, gérer les fichiers pour pouvoir gérer, exploiter facilement les résultats. Il y a j'en ai pas mentionné, parce que c'est une petite partie du projet, il y a quelques travaux dans ECHO sur tout ce qui est visualisation scientifique pour l'exploitation des résultats. Et puis il y a l'autre partie, je dirais, qui est évidemment extrêmement importante, qui est la valorisation scientifique des résultats, la production de papiers de science. Ça, c'est pas vraiment dans le scope du projet. C'est-à-dire que chaque communauté, nous, on interagit avec elles sont dans ECHO. Dans ECHO, elles développent les outils et les méthodes. Mais après, faire qu'il y ait des bons papiers sur les matériaux, des bons papiers de fusion, la science elle-même, je pense que c'est vraiment à chaque communauté, je dirais, de faire une science au meilleur niveau dans son domaine. Et les centres d'excellence, je pense, sont plus basés sur le développement et la mise en place des outils, quoi.